épisode Claude Design, Figma et la remontée de la couche modèle. Chapitre 1. Le même jour. Une annonce produit, un cours qui décroche, une promesse qui se recompose. Juillet 2025, Figma entre en bourse à 33 $ l'action, selon son prospectus déposé auprès du gendarme boursier américain. Moins d'un an plus tard, sa page investisseur affiche un plus haut sur 52 semaines à 142,92 $. Puis arrive le 17 avril 2026. Ouverture à 20,97. Plus bas à 18,61. Clôture à 18,92. Selon Figma, le titre perd 6,89% sur la séance. Le même jour, Anthropic lance Claude Design. Le rapprochement est tentant. La causalité, elle, n'est pas démontrée publiquement. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'Anthropic ne lance pas seulement un outil. Il montre qu'un fournisseur de modèles peut produire un prototype, un deck, un document de travail, puis tendre la main au code. À partir de là, toute la chaîne de valeur se met à bouger. Le marché, ce jour-là, donne au mieux un symptôme. Il ne donne pas l'analyse. Pour la trouver, il faut repartir de Figma lui-même. Figma n'est pas un petit acteur pris par surprise. Selon ses résultats annuels publiés en février 2026, l'entreprise a réalisé 1,056 milliard de chiffre d'affaires en 2025, en croissance de 41%, avec un net dollar retention de 136%. Autrement dit, on ne parle pas d'une cible fragile. On parle d'un acteur qui a déjà réussi à faire payer sa centralité dans le développement produit. C'est précisément pour cela que Claude Design mérite mieux qu'un commentaire de démo. Si le premier artefact crédible peut naître ailleurs que dans Figma, quelle part de sa prime venait du produit et quelle part venait du fait qu'il fallait presque toujours passer par lui pour commencer sérieusement? C'est là que l'histoire devient intéressante. Adobe avait déjà donné à Figma un statut d'actif stratégique en essayant de le racheter. La bourse, ensuite, a transformé ce statut en promesse ouverte, puis l'a sévèrement repricé. Anthropic arrive maintenant à un troisième moment. Ni acquisition, ni simple commentaire de marché, un test. Jusqu'où la couche modèle peut-elle remonter dans des usages qui semblaient protégés par l'interface, le contexte et les habitudes d'équipe? La vraie question de cet épisode n'est donc pas ce que Claude Design sait faire. La vraie question, c'est ce qu'Anthropic vient chercher. Chapitre 2. Ce qu'Anthropic vend vraiment. Sous la démo, il n'y a pas un outil de plus. Il y a une remontée de chaîne. Selon Anthropic, Claude Design sert à fabriquer des prototypes, des slides, des one-pagers et des supports marketing. Le produit lit une codebase, des fichiers de design et des documents pour construire un design system cohérent. Il exporte ensuite en PDF, en HTML, vers Canva ou en PPTX, puis prépare un hand-off bundle pour Claude Code. Pris séparément, ces blocs ressemblent à des fonctionnalités. Pris ensemble, ils racontent autre chose. Anthropic ne vend pas seulement une génération visuelle. Il fait passer une même idée du brouillon à la mise en forme, puis de la circulation interne jusqu'à l'exécution technique. Ce n'est plus un simple modèle, c'est une tentative de traverser le workflow. Le détail le plus sous-estimé, ici, n'est peut-être pas le prototype, c'est le PPTX. Parce que le prototype concerne d'abord les équipes produits et design. Le deck, lui, traverse toute l'entreprise. Il sert à convaincre, arbitrer un budget, vendre ou aligner une équipe. Quand Anthropic explique qu'un rough outline peut devenir un deck complet et exportable, il ne vise pas seulement un métier créatif. Il vise un format de travail. Le deck n'est pas un accessoire, c'est une unité de circulation du pouvoir dans l'organisation. Et c'est précisément ce type d'objet intermédiaire qui devient vulnérable quand un agent sait produire vite quelque chose d'assez propre pour faire avancer une décision. Le même jour, Anthropic lance aussi Claude Opus 4.7. Selon l'annonce officielle, le prix API reste identique à celui d'Opus 4.6, à 5 $ par million de tokens en entrée et 25 $ en sortie. Là encore, il faut résister aux commentaires plats. Dire qu'Anthropic monte ses prix serait faux. Le point important est ailleurs. Anthropic garde le prix du cerveau stable tout en remontant vers les objets finaux les plus rentables. La monétisation ne se joue donc pas forcément sur un token plus cher, elle peut se jouer sur une capture plus large de la valeur en aval. C'est beaucoup plus intéressant. Un fournisseur de modèles n'a pas besoin d'étrangler ses clients applicatifs par le catalogue s'il apprend à vendre directement ce qu'ils vendaient eux-mêmes. C'est pour cela que Claude Design ne doit pas être lu comme une simple menace produit. C'est aussi une preuve de profondeur de plateforme. Même si Anthropic n'a pas confirmé publiquement de projet d'introduction en bourse dans notre collecte, la séquence actuelle ressemble à celle d'une entreprise qui élargit sa thèse. Plus seulement un modèle, plus seulement une interface généraliste, des usages finaux, des workflows, des objets de travail.
Si demain le marché public doit priser Anthropic, Claude Design comptera moins comme démo spectaculaire que comme élément de dossier. Il montre qu'Anthropic ne veut pas rester au sous-sol. Chapitre 3. Pourquoi Figma est la vraie cible. Un point d'entrée dans un workflow vaut souvent plus qu'une fonctionnalité brillante. Pour comprendre pourquoi Figma est la cible la plus directe, il faut oublier un instant le mot design. Figma n'est pas seulement un logiciel où l'on dessine des interfaces. C'est un lieu où une idée produit devient visible assez tôt pour être discutée sérieusement. C'est cela qui a créé sa puissance. Le premier artefact utile, celui qu'on peut montrer à un développeur, à un chef de produit, à un décideur, à un client interne. Cette position vaut plus qu'une boîte à outils. Elle crée une rente discrète mais profonde. Dès qu'une idée devient sérieuse, on ouvre Figma. Ou du moins, c'était l'habitude que Figma avait réussi à installer. Figma a défié la bataille en cours. Le 2 avril 2026, dans son billet sur Make, l'entreprise écrit qu'une intelligence artificielle peut générer une interface en quelques secondes. Puis elle ajoute immédiatement que ce n'est pas votre design system. Et surtout que le problème n'est pas la qualité brute du brouillon, mais l'absence du contexte réel utilisé en production. 3 jours plus tard, ou presque, l'entreprise continue la démonstration avec MCP. Son message est limpide. Le vrai moat n'est plus seulement le Canva. Le vrai moat, c'est la capacité à faire entrer les décisions design dans les outils où le code s'écrit. Figma défend donc une thèse très claire. La génération devient abondante. La rareté se déplace vers le contexte. Le problème pour Figma, c'est qu'Anthropic semble avoir compris exactement la même chose. Claude Design ne se contente pas de dessiner une interface générique. Anthropic explique que l'outil peut lire la codebase et les fichiers de design pour construire un système cohérent. C'est précisément la zone que Figma essaie de sanctuariser. La bataille ne se joue donc pas entre un vieux logiciel et une nouveauté IA. Elle se joue entre deux acteurs qui convergent vers le même gisement de valeur, celui du contexte exploitable. Figma possède le workflow et la collaboration. Anthropic, lui, possède le modèle. Et il y a plus troublant encore. Figma a déjà laissé Claude entrer dans sa machine. Dans ses résultats de février, l'entreprise rappelle que Figma Make pouvait déjà utiliser Claude Opus 4.6. Elle cite aussi une fonction Claude Code to Figma et un partenariat avec Anthropic autour de MCP dans Claude. Autrement dit, le partenaire d'hier apprend déjà le chemin des pièces. Ce n'est pas anormal. Tous les grands logiciels font aujourd'hui ce type d'intégration. Mais l'intégration change de sens quand le fournisseur amont montre qu'il peut lui-même remonter jusqu'au produit final. À ce moment-là, l'apprentissage n'est plus purement symétrique. Il devient une prise d'information sur la zone même où se fabrique la rente. Le vrai danger pour Figma n'est donc pas qu'un modèle dessine mieux qu'un designer ou qu'un concurrent sorte une démo plus propre. Le vrai danger, c'est qu'une partie de la valeur de Figma reposait sur son statut de premier arrêt naturel. Si Claude Design réussit à fabriquer, avant même l'ouverture de Figma, un brouillon assez crédible pour être discuté sérieusement, alors la centralité de Figma ne disparaît pas forcément, mais elle devient plus discutable. Et une centralité discutable, en marché public, se paie moins cher. Chapitre 4. Le vrai risque n'est pas le prix du token, c'est la dépendance. Le catalogue rassure. La chaîne de valeur, elle, raconte autre chose. Il faut ici être précis. Anthropic n'a pas augmenté le prix facial d'Opus 4.7 par rapport à 4.6. Le catalogue ne raconte donc pas une hausse brutale du coût unitaire. Mais ce n'est pas la bonne question. Pour une application construite au-dessus d'un modèle tiers, le prix pertinent n'est jamais seulement le prix affiché du million de tokens. Le prix pertinent, c'est le coût complet du workflow utile, le nombre de tours nécessaires, le contexte injecté, la longueur réelle du travail utile, la part du coût qui monte avec l'usage, c'est là que la facture se déforme. Dans l'IA, le coût visible est rarement toute la facture. C'est souvent même l'endroit le moins intéressant à regarder. C'est là que la dépendance devient stratégique. Une couche applicative peut très bien construire l'interface, organiser le contexte, capter les habitudes d'équipe, installer une marque et tenir la relation client, puis rester vulnérable si l'intrant critique appartient à un fournisseur capable de se verticaliser. Le sujet n'est pas abstrait, il est industriel. Si votre produit devient meilleur parce qu'un autre contrôle le cerveau qui l'utilise, votre succès peut augmenter votre exposition. Plus vous faites de volume, plus vous alimentez la centralité de la couche amont. Et si cette couche amont commence ensuite à vendre directement le prototype, le deck ou le document que vous aidiez à produire, la discussion change de nature. Vous ne vous battez plus seulement contre un concurrent, vous financez potentiellement votre futur compresseur de marge. Le précédent de cette logique existe déjà ailleurs dans le logiciel, on n'a pas besoin de le redérouler ici. Ce qui compte dans cet épisode, c'est le terrain. Cette fois, la dépendance ne remonte pas dans un simple outil de travail individuel. Elle remonte jusqu'à l'endroit où le travail produit commence. C'est pour cela que Figma est un cas plus intéressant que beaucoup d'autres. Sa force vient du point d'entrée.
Or, une dépendance au modèle est toujours plus dangereuse pour un acteur qui vit du commencement que pour un acteur qui vit surtout de la finition. Dit autrement, le risque pour Figma n'est pas seulement concurrentiel, il est de structure. Si l'intelligence qu'il doit intégrer pour défendre sa place est louée à un fournisseur capable d'apprendre ensuite le workflow et d'en vendre directement une partie, alors Figma peut créer énormément de valeur sans être certain d'en garder la meilleure part. Le danger n'est pas seulement d'être battu. Le danger, c'est de devenir dépendant. Et quand le fournisseur du cerveau monte à l'étage, les locataires entendent soudain le loyer. Chapitre 5. Adobe, la bourse, et ce que le marché peut encore payer. Tous les empires ne sont pas attaqués au même endroit. Il faut finir en séparant proprement les fronts. Adobe n'est pas Figma. Sa pression principale vient d'abord des modèles images et vidéos qui banalisent une partie de la production créative. Claude Design ajoute une pression sur les objets intermédiaires, les decks, les one-pagers, les supports marketing, les documents assez propres pour circuler. Mais Adobe conserve une profondeur métier, des workflows spécialisés et une place forte dans la finition premium. Le risque pour lui est moins la perte du premier arrêt que la compression de la fréquence d'usage sur certains travaux qui deviennent trop faciles, trop rapides ou trop standardisés pour justifier l'entrée immédiate dans la suite. Même guerre technologique donc, mais pas même ligne de front. La bourse, elle, sert ici de symptôme, pas de preuve. Le 17 avril, Figma baisse de 6,89%. On peut décrire le calendrier. On ne peut pas affirmer proprement que le marché a sanctionné Claude Design sans source de marché solide établissant ce lien. Mais on peut dire autre chose et c'est plus utile. Le marché avait déjà payé Figma comme un centre. L'épisode du jour teste brutalement l'idée qu'il puisse n'être, dans certains cas, qu'un passage. Cette nuance change tout. Un centre garde le pricing power. Un passage peut être contourné. C'est pour cela que Claude Design compte autant. Il rend visible une hiérarchie plus dure. La couche modèle peut garder le prix facial stable, apprendre le contexte, remonter vers les objets de travail, puis se présenter comme plateforme complète. Et si au passage, Anthropic prépare aussi une histoire plus large pour le marché, alors chaque produit vertical joue un double rôle, à la fois outil réel et preuve de profondeur. Pour les logiciels applicatifs, le défi devient alors beaucoup plus exigeant. Il ne suffit plus d'avoir une meilleure interface. Il faut garder quelque chose que le fournisseur du modèle ne peut pas reprendre facilement. C'est là que beaucoup de modes commencent à sonner creux. La vraie question laissée par Claude Design n'est donc pas de savoir qui dessine le mieux. La vraie question, c'est qui possède encore le droit de transformer une idée en travail. Si ce droit remonte vers la couche modèle, Figma voit sa rente de point d'entrée fragilisée. Adobe voit une partie de ses objets intermédiaires grignotés, et le reste du logiciel commence à découvrir quelque chose de moins confortable. Dans l'IA, l'amont ne veut plus seulement alimenter l'aval, il veut en reprendre une partie de la valeur. Vous écoutiez Claude Design, Figma et la remontée de la couche modèle. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.